Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, j'espère que vous allez bien, bonsoir le chat, comment tu vas? Très content de te retrouver, non on n'est pas en retard, c'est vous qui êtes en avance, tout va bien, l'émission va bien, bonsoir, bienvenue, ce soir une soirée encore une fois exceptionnelle, on va parler de politique toute la soirée, avec des chroniqueurs exceptionnels, avec des invités qui vont nous rejoindre sur le plateau tout à l'heure, en première partie on aura le plaisir de recevoir Sébastien Carassou, vidéaste sciences et espace, et en deuxième partie on recevra Julien de Normandie à partir de 21h, il est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 15 jours après le vote de la politique agricole commune au Parlement européen. Voilà pour le programme ce soir, mais avant tout je vous présente mes exceptionnels chroniqueurs et chroniqueuses. Salut Gaspard, comment tu vas? Salut Jean, salut à tout le monde ici. Ça roule? Ça va très bien, ça va très bien. Passez une bonne semaine? Un peu chaos de la semaine, j'avoue, mais je suis super content du line-up qu'on a ce soir, c'est trop cool. Ouais. Trop hâte de parler d'espace et d'agriculture du coup. Carrément, aucun lien entre les deux, mais on peut essayer Vraiment, j'ai essayé de trouver un lien, satelliser une bon. vache, ça va être génial. Avec nous aussi Jules, salut Jules. Oui, bonjour, oui. Ça va toi? Oui, oui, l'espace, l'agriculture, c'est mes trucs. Je sais que c'est tes trucs, Ouais, je suis chaud, là. Il y a la lutte des classes dans l'espace. Non, mais on va faire l'union de la gauche là d'abord un peu. On là. va parler du... Ouais. Oui, on va en parler. Oh là, il se passe 2-3 trucs en ce moment. Bon, bah très cool. Avec nous aussi Léa. Salut Léa. Bonsoir. Est-ce que ça va? Eh bah ouais, ça va. Moi aussi, je suis surex par le line-up de ce soir. Ouais. J'avoue, bien motivé là. Eh bah c'est cool. Eh bah écoute, voilà, on va faire une putain de bonne émission comme d'habitude. Allez. Et on va faire une putain de bonne émission grâce à vous. Merci les amis encore une fois d'être là. Merci pour votre soutien à Backseat. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Et ça fait super plaisir. Je vous rappelle que Backseat c'est une émission que vous pouvez participer à financer. Et je vous en remercie d'ailleurs pour les personnes qui ont déjà commencé à le faire. Merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux là aussi et ça fait plaisir. Donc vous pouvez aller sur le Utip. Vous faites point d'exclamation Utip dans le chat et vous avez le lien. Sinon c'est utip.com/Jean Massier. C'est assez simple. Et dessus vous pouvez faire un don régulier pour financer l'émission, faire un don ponctuel, ou alors il y a aussi un petit shop dans lequel vous pouvez acheter un t-shirt de Noël, une édition spéciale, ainsi qu'un mug de Backseat absolument exceptionnel. Donc n'hésitez pas, quoi que vous fassiez, ça permet de financer l'émission et d'aller jusqu'à la fin de la saison l'été prochain. Ça paye les gens à la régie qui gèrent le son là. Par exemple, c'est un très bon exemple Faut effectivement. les augmenter là, je crois. Ça paye le son. Merci la régie d'ailleurs d'avoir géré ce problème de son. Bonsoir le public aussi, vous êtes extraordinaire, que vous êtes beau et belle, c'est formidable. Merci d'être là. Très nombreux ce soir. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va parler des sujets de la semaine. C'est parti, sujet de la semaine. Let's go. Allez, boum. Voilà. Ouais, les sujets de la semaine, ouais, trop bien. Les sujets de la semaine, cette semaine les amis. Putain, il y a 24 heures en fait, il s'est passé des trucs de ouf. Non, En fait, mais ça allait laisse très vite. tomber. On a un peu J'en bousculé peux plus, l'organisation. moi. On a un peu bousculé l'organisation de l'émission parce que voilà ce qui s'est passé hier quand même. C'est que dans la même journée, on a Arnaud Montebourg qui sort une lettre qui s'appelle Adresse aux Français, dans laquelle il explique qu'il met à disposition sa candidature d'une hypothétique union de la gauche. Premier mouvement. Deuxième mouvement, au journal de 20h de TF1, à l'invitation de Gilles Boulot, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo annonce sa volonté de participer à un processus de primaire en vue d'une union de la gauche, elle aussi. Gros move. Gros move, ouais, mine de Bah, rien, quand elle n'était même, pas ouais. attendue spécialement à ce moment-là. Et donc, du coup, depuis 24 heures, on en parle, on en reparle. C'est notamment la primaire populaire dont on avait reçu une représentante sur ce plateau et dont on a reçu un candidat la semaine dernière d'ailleurs qui sont venus nous en parler. La primaire populaire qui, avec déjà plusieurs centaines de milliers de signatures, ambitionne d'organiser un processus de primaire pour que le peuple de gauche, social-écologie, le bloc social-écologique, désigne son ou sa candidate. Et donc voilà, beaucoup de réactions d'ores et déjà, puisque donc évidemment à partir du moment où Hidalgo et en gros Montebourg annoncent qu'ils participeront à un exercice de ce type-là, les autres candidats ont été invités à se positionner et ça a été très clair. On a entendu ce matin sur Europe 1. Sur Europe, c'était Yannick Jadot qui a dit que non, il ne souhaitait pas participer à la primaire populaire parce que lui, il a déjà gagné une primaire. J'avoue. Et de l'autre côté, on a eu Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui lui non plus a décliné l'idée d'une primaire en disant que selon lui, c'était le premier tour, la primaire, le premier tour de la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon de son côté, est-ce qu'il s'est exprimé aujourd'hui? Je ne crois pas, mais il avait d'ores et déjà expliqué qu'il n'était pas pour une union de la gauche. Il a beaucoup... Enfin, alors... Il ne faut pas le dire comme ça. Il est pour une union par la base, d'où le nom l'Union populaire. C'est le peuple de gauche qui légitime Jean-Luc et en fait son candidat par les parrainages citoyens. Donc voilà un peu pour les réactions. Du coup, où est-ce qu'on en est ce soir? Est-ce qu'Hidalgo, elle va la faire toute seule, sa primaire?
Ou avec Montebourg en face à face, quoi, en tête à tête, même si lui a dit qu'il ouais. était pas chaud. Avec Le Foll, peut-être que. Il doit être content, lui. J'ai pensé à lui aussi, je suis sûr. Ouais, moi aussi j'ai pensé à Le Foll. Franchement, moi j'aimerais bien réagir quand même parce que je trouve ça assez beau gosse de la part d'Anne Hidalgo. Ouais. Je trouve que c'est une posture. Eh oh, ça va, je dis ce que je veux. Attends, vas-y, explique-les. Mais dis donc, toi. Non, vas-y. Chiant, celui-là. Vas-y, enchaîne. Pourquoi c'est ballsy de la part de... Moi, je trouve ça responsable de sa part, en fait. Alors, ok, elle est mal positionnée dans les sondages, tout ça. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait une personnalité de gauche qui vienne dire, bon, bah allez, on s'unit, on fait quelque chose, on tente quelque chose. Après, je suis pas certaine que ce soit la bonne façon que de proposer une nouvelle primaire, ça c'est sûr. Je pense que ça aurait été plus efficace si elle avait décidé, par exemple, d'annoncer qu'elle se ralliait derrière Mélenchon ou Jadot, typiquement, derrière un candidat de gauche qui est quand même un peu mieux positionné qu'elle, et peut-être ça aurait permis de lancer un mouvement d'union. Je pense que ça aurait été plus pertinent. Mais j'aime bien le côté, il faut être responsable. Je trouve ça assez humble aussi de suggérer qu'il est probable qu'elle puisse se retirer au profit d'un autre candidat. Dans l'objectif d'une union, je trouve ça quand même assez stylé. Ok, d'accord. Gaspard. Les réactions, moi, je les ai trouvées assez décevantes. Je sais pas, c'est vrai que moi, je m'attendais aussi à une espèce de renouveau et en fait, ça s'est vite retombé, quoi, l'enthousiasme à gauche sur cette primaire. Les portes ont été très vite fermées, je trouve, en fait. Moi, je m'attendais pas à ce que les portes se ferment aussi vite. À ce qui temporise un peu. Ouais, en fait, en tout cas, portes battantes, ouais, qu'il y ait une forme de discussion, mais là, d'un coup, vraiment. Non, et puis, Fabien Roussel, tu l'as dit, qui sur France Info ce matin ou hier, je sais, non, c'était ce matin, qui dit. La primaire, c'est le premier tour. Ouais, mais là, pour le moment, il n'y a personne, en fait. Du coup, l'idée d'une primaire, c'est quand même de porter un candidat au second tour, en tout cas, de lui donner de l'ampleur, de l'accélérer. Mais là, pour le moment, il n'y a personne qui est au second tour à gauche en vue des sondages. Du coup, ça fait une primaire sans second. Oui, c'est ça, c'est tous éliminés au premier tour. Mais voilà, mais fier au moins. Je sais pas. Usul, toi, tu vois ça comment, ce move d'Hidalgo? Déjà, je trouve ça vraiment naze, quoi. Pourquoi? C'est vraiment... là, elle est à un moment critique en termes d'intention de vote. Ça commence à être assez bas et ça pose des problèmes de financement parce que les banques, pour prêter, elles attendent quand même d'avoir un score au-dessus de 5%, parce que vous savez que 5%, c'est le seuil qu'il faut dépasser pour que notre campagne soit remboursée en partie par l'État. Et bon, là, on n'y est plus, donc elle risque de même pas avoir les prêts. Je lisais dans le Canard enchaîné qu'Olivier Faure envisageait éventuellement d'hypothéquer les sièges de fédérations locales. Ils ont déjà perdu Solferino. Donc là, il y a un enjeu économique qui peut être, qui est quand même très important pour Anne Hidalgo. Se planter, là, c'est peut-être pas le moment. Alors après, c'est pas ça qu'elle va mettre en avant. Elle va mettre en avant le fait qu'elle a eu peur au meeting de Zemmour. Très bien, mais ça, nous, à la limite, on vous l'a dit depuis très très longtemps que l'extrême droite, fallait quand même se bouger le cul à un moment. Du coup, ça bouge le cul, là. Ouais, ça se bouge le cul. Mais enfin, non, en plus, le move de dire bon, d'accord, c'est nul, on va faire une primaire. Mais non, on fait pas une primaire. À ce moment-là, tu te retires, tu te mets derrière quelqu'un. Parce qu'il y a déjà eu des primaires, parce qu'on n'a pas le temps, parce que si vous voulez vous réunir, vous faites je sais pas, on peut dire, allez, un accord en 10 points. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vachement plus pertinent. Voilà, un espèce de programme sur un coin de table, mais un programme, comme un ils l'ont projet. fait pour les régionales. Et il n'y a pas besoin de se rebattre pour savoir qui va être la tête de vitrine. Ça va pas être toi, Hidalgo, donc tu te retires. Ce que tu prônes, c'est exactement ce que Jean-Luc Mélenchon dénonce, c'est-à-dire un accord d'appareil, un truc dans un bureau où on fait une liste à peu près de points sur lesquels on est d'accord. Non, mais c'est vrai, on met des logos sur la grand fiche. casting. Mais attends, l'idée que ce soit le peuple de gauche qui tranche la question de l'union, je trouve pas ça absurde. C'est un peu d'ailleurs ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu lui qui a gagné dans l'histoire comme jusque-là. Mais il aurait fallu le faire avant. Ça sans doute. Ça, il aurait fallu le faire, même j'ai envie de dire, depuis 2 ans. Il aurait fallu faire un grand processus où la gauche se parle, la gauche parle avec le secteur associatif, avec les citoyens, fait même des réunions, pourquoi pas publiques, dans lesquelles elle exprime ses désaccords et elle se met d'accord pour produire un programme, pour produire un projet d'alternance crédible et un projet de prise du pouvoir crédible. Là, il n'y a rien de tout ça. Non, rien. Celui qui a bossé sérieusement sur ce truc-là, c'est Jean-Luc, depuis assez longtemps. Quoi, sur une union? Sur le programme, sur le programme et sur la stratégie pour éventuellement prendre le pouvoir. On peut être d'accord, pas d'accord avec le programme, avec la stratégie. C'est la principale force politique de gauche aujourd'hui en France. Bah oui, Hidalgo qui se réveille à la fin. Bon, je me présente. Bon, en fait, je me présente pas. Bon, maintenant, je veux bien faire une primaire. Bon, ça fait pas sérieux. C'est quoi cet amateurisme? C'est pas à la hauteur de ce dont le pays a besoin aussi maintenant. Moi, quoi. du coup, j'ai passé quand même une bonne journée, une bonne partie de ma journée au téléphone avec pas mal de monde dans les états-majors des partis, des journalistes, etc., pour essayer de faire le point sur ce qui se dit, etc. Clairement, ça commence à bouger dans les états-majors. Le move d'Anne Hidalgo, il n'est pas passé inaperçu. Ouais.
quand Jadot dit non, je participerai pas à une primaire, faut juste pas oublier un truc, c'est qu'il l'a déjà fait ce coup-là. Le coup de je veux pas participer à la primaire des écolos, il l'a fait. Finalement, il s'est présenté, il l'a remporté, il en est bien content. Anne Hidalgo, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, elle dit oui à la primaire populaire. Le 30 novembre dernier, donc il y a 8 jours, elle disait dans son bureau aux gens de la primaire populaire non. Oui, et puis Donc, en quelques fait, mois nous avant, avons- elle disait qu'elle se présenterait pas du tout à Oui, l'élection. voilà. Donc tout ça pour dire que ça peut bouger en très peu. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça peut bouger. Donc tout ça pour vous dire que quand vous entendez un mec ou une nana ou un candidat à la radio qui vous dit non, c'est mort, pas pour moi, ça se trouve dans 3 jours, il va changer d'avis. Bien sûr. Ça, c'est un truc qu'il faut s'y préparer. Ça, c'est possible. Moi, je pense ce qu'il que j'ai faudrait compris faire, aussi du côté d'Anne Hidalgo, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, c'est que elle a été vraiment traumatisée par le meeting de Villepinte d'Éric Zemmour, des militants d'SOS racistes qui sont tabassés par des fachos. C'est un truc qui l'a beaucoup ébranlé, qu'elle s'est dit c'est pas possible, on peut pas J'avoue, continuer c'est comme mis ça. cool. Montebourg aussi, évidemment que ça joue beaucoup le faible score dans les sondages, mais que justement ça joue comme un déclencheur de dire mais en fait je peux pas continuer en fait. Enfin, il faut déclencher un truc. Le truc en question est encore un peu flou. Ce serait la primaire populaire, ce serait pas forcément un format primaire. Donc L'argument du temps, pourtant, moi je le vois pas parce que ça s'est déjà fait. En fait, il y a déjà eu des primaires en janvier et ça s'est passé. Il y a déjà eu des primaires juste avant l'élection. En 2017, c'était le cas pour le PS. La primaire, elle était assez tardive. Puis il y a aussi, moi j'ai lu pas mal de trucs sur Taubira. Il y a l'hypothèse Taubira qui revient. absolument. Alors, on ne sait pas trop par la quel même raison. prisme, si c'est par la primaire populaire. En fait, c'est la seule qui n'a pas décliné non plus l'investiture. En fait, elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non non plus à la primaire populaire. Donc, à voir comment tout ça s'organise. Ouais. Il y a quand même un élément qui est quand même central dans cette histoire-là, c'est que la primaire populaire, j'ai regardé sur... Alors, ils m'ont dit au téléphone que c'était en train d'exploser depuis hier soir, le nombre de signatures. Ils en sont à 215 000, je crois, un truc comme ça, signatures. Jean-Luc Mélenchon a été investi citoyennement par 260 000 de mémoire parrainage citoyen. Il va y avoir un élément déclencheur très important potentiel, c'est si le nombre de signataires de la primaire populaire dépasse le nombre... Parce que là, si ça se passe comme ça, Jean-Luc Mélenchon perd son argument premier. L'idée de dire c'est moi qui ai le plus de parrainage, le peuple de gauche m'appelle. Et donc du coup ça peut devenir assez intéressant. Je me demande même s'il n'y a pas des insoumis qui peuvent être tentés de se dire mais Jean-Luc en fait tu devrais y aller parce que tu vas la gagner. On est 260 000 à te soutenir mon gars. On va voter pour toi. Enfin tu vois, honnêtement je veux pas être plus enthousiaste que ça parce qu'évidemment moi en tant que streamer qui couvre ça j'ai envie qu'il se passe des trucs parce que c'est intéressant. Mais d'un autre point de vue je trouve ça intéressant de voir de voir qu'il peut se passer des choses en très peu de temps. Ça peut aller très vite. Il y a un autre argument. Excusez-moi j'ai un peu un esprit d'escalier mais il y a un autre argument qui est intéressant. C'est Pécresse remporte la primaire des Républicains et gagne 7 points dans les sondages. C'est Il y a clair, une ça te donne une sondage qui dynamique existe. naturellement. Donc, je comprends que ça tente de dire, bien bon sûr. les gars, l'union. Et puis, dernier élément aussi qui pousse tous ces gens-là à se bouger, c'est que, mais ça, ils me le disent tous, ils disent, les gens qu'on rencontre dans la rue, quand on fait campagne, tous les gens de gauche nous disent, mettez-vous d'accord, il y en a marre. Ouais, c'est vrai. Et ça, Après, la pression populaire, elle est massive. l'intérêt d'une primaire, c'était aussi de débattre des programmes et des projets de chacune et chacun. Et ça, je trouvais quand même ça assez intéressant. On l'a vu, pour LR, bon, moi j'ai maté vite fait, mais ça a quand même permis de créer des lignes au sein du parti, même si ça a fracturé, notamment. Mais c'était quand même intéressant de voir des positionnements. Pareil chez ELV, le débat était très riche. C'est vrai que ça manque un peu côté, à gauche, quoi. Je veux dire, ce serait intéressant d'avoir un débat commun. Alors, est-ce que ça passe par une primaire? J'en sais rien. Peut-être pas, c'est pas nécessaire. Après, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est quand même un des aspects les plus symptomatiques de la Ve République, c'est-à-dire l'aspect très présidentiel du régime, qui veut qu'on ait absolument un chef. Alors, je me souviens quand même de Mitterrand qui parlait du coup d'État permanent et qui voulait absolument revenir là-dessus en disant que le président a trop de pouvoir, tout ça. Dès qu'il arrivait à l'Élysée, il était quand même bien content d'avoir tout ce pouvoir et il n'y a rien réformé au final. Je veux dire, aujourd'hui, on voit qu'il y a des alliances qui sont possibles, des coalitions. On le voit avec l'Allemagne, on le voit avec plein de pays, on le voit encore avec la Suède, etc. Enfin, franchement, on est à la traîne, quoi, en France. C'est nul. Justement, les gens de gauche, ils veulent changer ça. Mais le problème, c'est qu'ils veulent changer ça. Néanmoins, personne n'est d'accord pour se mettre derrière l'autre, ou presque, quoi. Enfin, il y a toujours ce côté, il faut un chef. Usul. Bon, ça, c'est les institutions, c'est une chose. Après, là, moi, j'en ai marre qu'on refasse un nouveau casting. La question, c'est pas le casting, la question, c'est le projet. Est-ce qu'il est possible d'avoir une liste avec des gens du PS, avoir des gens d'Europe Écologie Les Verts et des Insoumis? C'est possible, Oui, on l'a vu en régional. Ile-de-France, dans les régionales. Absolument. Donc, c'est possible. Donc, vous mettez d'accord sur un truc, vous nous faites une candidature, vous trouvez un label, comme ça a pu être le Front Populaire, comme ça a pu être la gauche plurielle, comme ça a pu être, l'Union de la gauche. Vous nous appelez ça, la gauche unie, vous nous faites un grand meeting,
un énorme meeting, je sais pas où, à la Mutualité, un truc formidable, La Villepinte. streamé partout, et avec du pognon, hein, vous mettez en commun le pognon, on s'en fout, on claque tout, vous faites venir plein de gens, vous faites venir plein de personnalités de la société civile, comme on a fait, et puis voilà, comme on a fait, je veux dire, je pense à tous les mouvements de gauche dans les années 80, il y avait plein de gens, d'artistes, de machins, qui soutenaient un petit peu le programme commun. Bon, bah, il faut recréer un mouvement comme ça, mais on va pas refaire un casting avec des débats où machin est pas d'accord avec truc. On les connaît, les projets des uns et des autres. Les écolos, ils sont écolos. Anne Hidalgo, c'est Anne Hidalgo. C'est le PS et tout. On sait que les insoumis, c'est les insoumis. On n'a pas besoin de les découvrir. Mais est-ce Bah, que c'est toi, un... mais donc, est-ce que est-ce t'es pas qu'il d'accord est-ce qu'il existe selon toi, Usul, des sujets indépassables à gauche? Des trucs où clairement le clivage est trop profond, c'est ben, pas possible de bosser ensemble. Là, on n'a pas le temps de se. Non, on n'a pas le temps. Ok. Voilà. On n'a pas le temps de. Il y a rien d'indépassable. Si ce n'est les personnalités, en fait. Et je suis d'accord qu'il y en a qui vont dire ouais, du coup ça va être un accord à minima, nous on avait besoin d'une gauche un peu plus radicale, mais du coup il y a le PS, et des gens au PS qui vont dire ouais, mais du coup il y a les islamo-gauchistes de la France insoumise, machin, Mais les écolos qui vont dire bah c'est pas assez machin. Mais bon, à un moment ouais, bah très bien, bah super, Tu me vous diras, allez c'est ce avoir qu'a- Macron avec Pécresse Premier ministre, vous allez avoir je sais pas qui, enfin tu me diras, c'est ce qu'a fait le PCF dans les années 80. Justement, c'est pour se débarrasser de Giscard, Oui. de Gaulle, etc., pour qu'enfin la gauche arrive, de dire bon. Allez, on transige. Les socialistes, bon, ça fait des décennies Ouais. qu'on s'engueule, mais il y a un moment, allez, exactement ce que tu dis. Programme commun, on se met autour C'est d'une ça. table, on dit Programme bon, nucléaire. Mais du qu'est-ce coup, qu'on qui fait pour l'idée? L'Europe, on Qui fait pour comment l'idée? Et qui pour l'idée le truc? À C'est l'époque, ça, il y avait l'enjeu, Mitterrand. là, Et, non, c'est vrai, il marchait. Il y avait Parce que des toi, gens- tu proposes ça, mais qui lead? je m'en fous, un ticket. t'en fous ouais, Genre on Hidalgo, ça te dérange essaie de pas? faire une campagne la plus commune possible. Non, Hidalgo est quand même un peu, elle est quand même pas très forte devant un micro. Faut savoir tenir un meeting quand même. Hein, bon, on est d'accord. Ouais, mais ce genre d'argument, tu peux l'avoir sur toutes les personnalités à gauche, tu as ça le problème. T'as aussi tout Jean-Luc un... qui sait faire les meetings. T'as plein de gens qui vont dire Jean-Luc c'est mort. Attends, Ouais, Jean-Luc, il sa sait faire les personnalité, meetings, elle est il sait faire les clivante. meetings Ouais. selon les codes de la politique qu'on a aujourd'hui en France. Eh oui, et puis il a fait 19% et quelques la dernière fois, donc il sait aussi Bah, mener sauf une que ce soit la campagne. Il y a meilleure aussi la recette question non de plus, est-ce quoi. qu'on sait mener des équipes et une campagne. Il me semble qu'il a quand même montré son expertise dans ce domaine-là. Non, mais ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon Donc, serait derrière capable Jean-Luc. de l'idée. Ah ouais. Il serait capable là de faire en 2 mois ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis 2017, quoi. C'est-à-dire Prendre le leadership à gauche. Ah bah oui. Enfin, il serait temps. Il a, bah oui, bah, On il n'a s'est- pas voulu lui donner non plus, mais Non, après. attends, tu déconnes. Ah À ouais. 19,6%, t'inquiète qu'il l'avait le leadership, il avait qu'à se baisser pour ramasser le PS. Bah oui, mais il a pas voulu le faire, mais c'est pas grave. Enfin, c'est... Bah, le PS était pas super chaud pour se faire ramasser par Jean-Luc. Hein. Ah bah c'était loin d'être compliqué, hein, pourtant. Enfin, vraiment, je veux dire, à 6%, le PS, il était mort de chez mort. Les mecs, ils ont vendu Solfay, Épinay, c'est terminé. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est extrêmement tard pour déclencher un Ah nouvel ouais. Épinay. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est un nouvel Épinay. Exactement. Pour ceux qui nous regardent Épinay, congrès d'Épinay en 1971, 76. Non, Je sais avant 73 peut-être, je crois. C'est années 70, le congrès d'Épinay, 71. c'est le congrès de refondation du Parti Socialiste à l'époque. C'est le moment où la SFIO est devenue le Parti Socialiste, avec un accord global qui embrasse une très grande gauche, puisqu'il y avait une partie de ce qu'on appellera plus tard les sociodémocrates, et qu'en même temps, il y avait des marxistes convaincus qui chantaient l'International le poing serré. Et les deux ont créé ensemble ce qu'on a appelé le Parti Socialiste, qui a porté Mitterrand au pouvoir, etc. etc., etc. Oui, t'as raison, c'était 71 Épinay. Mais oui, il faut un gros truc comme ça, là. Mais bon, on n'a pas le temps, donc. Mais en C'est- même c'est non, terrible mais qu'on en soit mais là, quoi. Le variant Zemmour peut-il créer les conditions en peu de temps pour un sursaut de toute la gauche? Je ne C'est sais terrible pas. de pas l'avoir vu venir non plus, quoi, qu'on en serait là. Je ne sais pas, on verra et on suivra ça en direct, évidemment sur Backseat, vous vous en doutez bien. Deuxième sujet de la semaine que je voulais aborder avec vous, de l'autre côté de l'échiquier politique, Valérie Pécresse donc a été désignée candidate pour les Rassemblement Républicains. national. Ah, pardon, les Républicains. Éric Ciotti, pardon, a quand Éric même fait Zemmour. 40% des voix, ce qui est loin d'être dégueulasse. hein. Il a fait 20% au premier tour, 40% au deuxième. C'est très très loin d'être dégueulasse. Il y a eu du rififi d'ailleurs entre les deux. Éric Ciotti qui a peu apprécié une sortie de Valérie Pécresse disant qu'elle ne souhaitait pas refaire un Guantanamo à la française. Ouais. Je sais pas à quel moment il Alors s'attendait à ce qu'elle franchement, reprenne cette proposition. stop quoi comme position, je comprends pas. Valérie Pécresse peut-elle choper des voix à Emmanuel Macron? C'est la vraie question. Et c'est la question qui inquiète un peu la Macronie. Gaspard, qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Puis plus loin que ça, est-ce qu'il peut y avoir une forme d'alliance entre les deux, une forme de gouvernement de coalition avec, Jules en parlait là, mais avec une Valérie Pécresse première ministre. Il y avait apparemment, moi c'est ce que j'ai lu en préparant un peu le sujet, il y avait déjà eu cette proposition en vérité, apparemment pendant le quinquennat. Alors, Deux fois. Deux fois, c'est ça. Deux fois, ouais. Et Macron avait pas appuyé sur le bouton Pécresse. Ça reste que, bon, en soi, ce serait presque logique, puisque les deux derniers premiers ministres et les deux seuls premiers ministres du quinquennat Macron sont des gens issus quand même de la droite traditionnelle, avec du même parti historique que Valérie Pécresse. Là, il y a un enjeu, en effet, c'est celui d'effacer un petit peu les ruptures idéologiques avec Éric Ciotti. En fait, j'ai l'impression qu'il y a le même problème à droite
qu'il y a eu à gauche, on va dire, avec ELV. En fait, ça se fait de manière un peu symétrique, c'est-à-dire que Jadot a dû embrasser certaines mesures de Sandrine Rousseau, et là, alors qu'il n'était pas chaud. Alors qu'il n'était pas chaud, et là, c'est à peu près ce qui se passe aussi avec Pécresse et Ciotti, si on veut pas voir la droite radicale LR partir chez Zemmour, parce que Zemmour quand même est super content que ce soit pas Ciotti, et drague frontalement l'électorat d'Éric Ciotti. Et Éric Ciotti aussi. Et Éric Ciotti drague ouvertement Éric Zemmour aussi. Non, Zemmour drague Ciotti. Oui, Zemmour, enfin les Éric Zemmour a bien, fait une lettre adressée aux électeurs de Ciotti en disant il n'y a pas Ciotti, mais moi, je suis là. Bien. Ouais. Après, Ciotti a aussi créé son mouvement. Il en a profité du coup pour affirmer quand même mouvement en ses interne idées de républicain. facho. Un peu. Un courant, quoi, on dirait. Un courant plus marqué encore à droite. Ah bah ça aurait été con qu'il le fasse pas. Ah Parce que le mec, il est bah, passé de forcément, candidature il surfe anecdotique là-dessus. à 40% des voix au second clair. tour. Mon gars, il y a 40% des adhérents LR qui votent pour lui. T'inquiète qu'il a une position de force de ouf, en interne au parti, pas en externe. Mais non, mais il a eu raison de le faire et il va chercher à peser au maximum. Et ça C'est aussi l'intérêt des primaires. Et je trouve que ça c'est intéressant, c'est que ça permet en fait aux personnalités politiques de jauger un peu leur poids politique. Et là, c'est ce dont on s'est rendu compte. Enfin, Éric Ciotti, personne ne le voyait venir. Et en réalité, voilà, le mec est quand même, effectivement, il est quand même arrivé devant Pécresse au premier tour. Comme tu dis, c'était pas bon. Il y a quand même 10% d'écart de voix, c'est pas anodin, mais il y a quand même une certaine adhésion d'une partie des personnes qui ont voté à cette primaire, à ce congrès. Pour les idées d'Éric Ciotti, c'est un peu inquiétant, effectivement. Valérie Pécresse, en fait, est un peu, je pense, dans une situation très compliquée, dans le sens où si elle reprend des idées d'Éric Ciotti, elle se tire une balle dans le pied dans le potentiel électorat qu'elle pourrait récupérer auprès de LREM, avec ce côté très libéral et européen. Elle a sorti une interview dans Le Monde le jour où la France prend la présidence de l'Union européenne. Le jour de la conférence de presse de Macron sur l'importance de l'Europe. Elle revient avec ce côté très, très, très européen qu'elle défend depuis très longtemps. C'est un peu moins vrai côté Ciotti. Donc, si elle met un peu de l'eau dans son vin sur ces questions-là, elle risque de se tirer une balle dans le pied et de froisser un peu l'électorat qu'elle pourrait récupérer chez Macron. C'est un vrai sujet. Je me pose vraiment la question de savoir si elle peut réussir à rallier un électorat de Macron qui aurait été, je sais pas, déçu par Macron. Sur quel point j'ai du mal à voir, objectivement. Alors, mais en off, j'ai eu des infos. Dis-moi. Lorsqu'ils ont créé leur maison commune, Ensemble citoyens. Il y a eu des gros problèmes par rapport à la parité au niveau de la direction du mouvement. Apparemment, 4 ça a mecs. gueulé. Ouais. Ça a gueulé de ouf. Barbara Pompili a pris le micro en faisant un discours en disant que ce serait quand même pas mal d'avoir un peu de parité au sein de ce mouvement. J'ai entendu dire qu'elles étaient à deux doigts de faire une pétition. Complètement. Elles sont archi vénères. Et elles sont encore archi vénères. Pour les calmer, Stanislas Guérini a pris la parole dans le Parisien en disant que la prochaine fois, elles seront sur la photo de famille. Caroline Janvier a fait un tweet très drôle d'ailleurs en disant « Ah, trop chouette, du coup, je vais chez le coiffeur pour la photo. Mais ce serait cool de ne pas être que sur la photo. » Non, elles sont vénères. Les meufs de La République En Marche sont très vénères. Et d'ailleurs, depuis que... Tu veux dire qu'elles pourraient rejoindre Pécresse ? Certaines, ouais. Parce que c'est une femme et qu'il y a ce putain de plafond de verre au sein de La République En Marche, malgré que ce soit un parti féministe, et que ça crée des gros problèmes. Et beaucoup m'ont dit, plusieurs personnes m'ont dit au sein de LREM que en fait c'était en train de leur péter la gueule. Le fait qu'ils n'aient pas fait monter les meufs. Le fait que ce soit le boys club, quoi. Ouais, exactement. C'est en train de leur péter la gueule et ça pose un gros problème au sein du parti. Non, c'est intéressant, effectivement. Si l'électorat féminin de La République En Marche revit dans le parti ce qu'elles vivent déjà dans les entreprises, effectivement, ça va pas les... Non, mais c'est intéressant. Usul. Ouais, moi, je voudrais revenir aussi sur la discussion qu'on avait avec Guillaume Meurice la semaine dernière, parce qu'il nous disait, oui, vous commentez les écarts de points en faisant des grandes conclusions politiques sur des écarts de 3% entre Ciotti et là où il a vraiment pas tort, c'est que le mode de désignation, là, il était très très particulier lors de cette primaire. Il s'agissait de bourrer les cartes. Donc, c'était pas un scrutin ouvert, vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'était un scrutin qui était réservé aux adhérents LR. Or, d'habitude, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on dit aux adhérents LR de plus de 6 mois.
pour pas Oui, qu'on voilà. puisse faire ce qui s'est précisément passé là, Exactement. de faire signer un max de cartes LR à son entourage, autant que faire se peut. Or, en fait, c'est comme ça que Xavier Bertrand explique sa défaite. Il dit, voilà, ils ont été meilleurs que moi au jeu des cartes. Donc la victoire de Pécresse peut aussi s'expliquer comme ça. Il y a un papier qui vient de sortir sur Mediapart il y a 1h30 qui raconte comment Pécresse a habilement utilisé ses réseaux en tant que présidente de région de la région Île-de-France pour notamment grâce à un élu local de Villepinte qui a fait voter tout ce qu'il a pu faire voter de la communauté franco-asiatique. Voilà, et apparemment, lui s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir mobilisé près de 600 personnes, d'avoir fait 600 cartes. Or, l'écart entre Ciotti et Pécresse, entre Barnier et Pécresse au premier tour, il est de 1000 et quelques. 1200, ouais. 1200. Donc voilà, ils ont joué un jeu étonnant. On ne peut pas en effet forcément en tirer de grandes conclusions idéologiques. Là, on voit bien que c'est qui a le mieux magouillé les cartes aussi. Et on connaît Pécresse qui avait fait à peu près la même chose, c'est-à-dire jouer de son statut de présidente de région pour utiliser tout ce réseau associatif et le mobiliser comme elle l'avait fait lors de son fameux meeting de Brive, où elle avait fait venir des gens par train à Brive, y compris des gens qui étaient venus là grâce à leur assaut communautaire et qui déambulaient à Brive en disant non, on nous a invité à un petit week-end sympa, et se retrouvaient comptabilisés dans l'énorme succès du meeting de Pécresse. Elle l'a refait là pour les cartes. Le coup du bourrage de cartes, c'est une vieille pratique dans tous les partis. On a connu ça à gauche. Oh là là. Oh putain, au PC, au PS, chez les trotskistes, etc. Vieille pratique, malheureusement, effectivement, la démocratie interne, c'est pas toujours ça. Même là, pour la primaire des Verts, on en parlait un peu dans Backseat à l'époque de la primaire des Verts, mais pour la primaire des Verts, le vote était ouvert aux étrangers aussi. Bon, on n'a pas vraiment quantifié le truc là, mais moi j'en parlais du coup, puisqu'on fait des discussions en off, mais puisqu'on parle de discussions en off, moi j'en parlais avec une élue ELV, et elle me disait: ah non, je crois pas. Vraiment, c'est pas ouvert aux étrangers. Et puis en fait, il y a même des élus à l'intérieur de ELV qui n'étaient pas au courant que la primaire était ouverte aux étrangers. Donc il y a un truc un peu. C'est le cas pour la primaire LR. Ouais. Et ceci étant, il n'est pas interdit à un étranger de prendre sa carte à LR. Alors qu'ils veulent les virer. Il y a quand même un sujet important pour les Républicains, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont joué au jeu des cartes? C'était précisément pour garantir le succès de la primaire. C'était le deal qui a été passé avec Xavier Bertrand, avec Valérie Pécresse, qui, je rappelle, avait quitté le parti. Donc ce qu'a fait Christian Jacob, ce qu'ont fait les organisateurs du parti, c'est de dire: on va faire cette primaire et vous allez avoir 3 mois, je crois, pour faire adhérer vos gens, en fait. Allez-y, on y va. Oui, mais c'est un énorme succès pour Xavier Bertrand. Christian Jacob. Christian Jacob. Il a réussi à recréer le parti. L'été dernier, ils étaient encore éparpillés entre 3 partis, et là, ils sont tous chez LR, tous derrière Pécresse, pas le choix. Ouais. Et ça, c'est quand même un succès politique énorme pour Christian Jacob, qui a réussi à réunir sa famille. Surtout quand tu vois comment ça se passe à gauche. Et à quel point c'est artificiel aussi, parce que tu vois, genre Bertrand, il a dit qu'il allait quitter un peu. C'est ça, il a dit qu'il quittait la vie politique. Non, nationale. Mais à quel point c'est, à quel point c'est artificiel, tu vois, la refonte du parti, parce que est-ce que ça repose sur des bases suffisamment solides pour perdurer après 2022? C'est ça ma question. LR. Ouais. Tu sais, il y a les investitures, il y a les votants. Il y a quand même un 140 000 adhérents. Il y a quand même un truc dont je voulais parler sur LR, c'est l'ombre de Sarkozy. Ah oui. Ouais, bien sûr. Ça va jouer de ouf parce qu'apparemment, il est quand même copain un avec Macron, un peu. Il n'a pas du tout soutenu qui que ce soit pendant la primaire. En off, il paraît que c'était quand même Pécresse qui soutenait. En off, ouais, mais en tout cas, il n'a pas pris, il a pas pris position. Ce qui peut vraiment jouer. Il a toujours refusé de prendre position. Tu vois, c'est comme dans la primaire des démocrates, tout le monde attendait à ce que Obama se positionne. Ça joue énormément lorsque tu as une personnalité qui a encore un rôle, un poids politique au sein d'un parti, même s'il est plus présent. D'un électorat surtout. D'un électorat, exactement. Je pense que vraiment ça va être quelque chose d'assez. Mais moi, alors, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il dirait pour qui il votera au premier tour. Il a dit: je ne resterai pas silencieux, je vous le dirai. Ce jour-là, je pense que ça va être très important. Ça peut être un des derniers moments de la campagne qui peut faire bouger des équilibres. C'est pas impossible. Ça peut potentiellement être Macron. Ça peut être Macron, ça peut être Pécresse, ça peut pas être Marine Le Pen. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Non, c'est clairement. Je cherche dans ma tête, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est soit l'un soit l'autre, et ça peut changer beaucoup. C'est ouf quand même l'influence qu'il a encore, quoi. Ouais. Non, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. On va s'arrêter là pour cette partie-là, et on va passer aux cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes top, merci beaucoup, merci. Alors, les cartes blanches, chers amis, comme chaque semaine, je vous propose de venir nous donner un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation de lecture, de visionnage, de trucs à écouter. Ce que vous voulez, c'est une carte blanche. On commence par toi, Gaspard, let's go. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, je vais faire court, mais je ne veux pas vous parler forcément de quelque chose de très politique, mais quelque chose de peut-être plus sociétal. Je voulais vous parler d'une youtubeuse, une chaîne YouTube très cool que je suis depuis 6 mois. Ah bah voilà, c'est celle d'Amy Plante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pas du tout. Pas du tout.
Bon, en vrai, elle commence à bien percer. Amy Plante, c'est la youtubeuse numérique la plus cool de sa génération. Elle est étudiante à l'école 42. Elle emprunte en fait dans ses vidéos à la fois au code vraiment du storytelling, un peu à la Casey Neistat, qui a repris aussi un peu Lena Situation, sauf que, en fait, elle se forme pour devenir développeuse. En fait, elle veut devenir développeuse, donc elle parle de code, elle t'explique le code, elle t'explique comment elle craque l'algo, comment elle comment elle hack une webcam, comment elle se... c'est très un espèce de carnet de bord de sa vie. C'est vraiment c'est vraiment charmé. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que justement c'est une meuf qui parle de code dans un milieu qui est quand même encore très marqué par... À l'école 42, c'est un enfer. Par de la testostérone. C'est vrai, il y a eu des histoires, etc. Il y avait eu des gros scandales. Mais du coup, c'est super frais. Donc, je voulais juste mettre un petit highlight sur Amy Plante, qui est d'ailleurs, elle a fait un truc sur Combini, justement, sur un portrait, parce que justement, c'est une meuf qui parle de code. Et parce que c'est frais, je me disais que c'était très backseat audience compatible, Amy Plante. C'est cool, merci pour cette recommandation d'une chaîne très cool. J'irai découvrir ça avec grand plaisir. Merci Gaspard. Léa, à toi. Alors moi je voulais faire une petite reco podcast, un des seuls podcasts natifs que produit France Culture, qui s'appelle Mécanisme du journalisme. Oui, c'est bien ça, oui. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, ils reviennent avec une nouvelle saison, saison 8, qui parle du scandale de l'Église catholique à Boston. Scandale sexuel, bien sûr, plein de victimes. Des dizaines de membres de l'Église catholique ont été mis en cause dans une affaire qui a été révélée par des journalistes américains. Et ça s'appelle Spotlight. Ça fait référence aussi à un film qui a été produit et qui est sorti en 2015. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. C'est assez ouf. Et donc, en gros, ce podcast permet de décrypter comment les journalistes mènent leurs enquêtes. Et là, en l'occurrence, c'est aussi l'avènement du data journalisme dans cette affaire. Et c'est assez fascinant. Donc, je vous conseille vraiment de l'écouter. Moi, j'ai dévoré les saisons précédentes avec l'affaire Cahuzac, l'affaire Benalla, comment Ariane Chemin, vraiment, bref, plein de choses fascinantes. Donc, ceux qui s'intéressent à l'actualité et voulaient savoir comment les journalistes travaillent, je vous conseille vraiment ce podcast qui est assez ouf. Ok, merci beaucoup pour cette recommandation aussi, Léa. Usul, à ton tour. Oui, moi je vais vous parler d'un sondage paru dans Challenge. Des fois, je parle de Challenge ici. L'autre fois, ils sont arrivés dans le chat en disant tiens, Usul, faites des screenshots, allez-y, c'est incroyable. Mais des fois, oui, je lis Challenge. Et là, il y a une grande enquête. C'est 10 000 répondants. Une grande enquête. Et c'est vrai que les sondages, on peut en avoir plein le dos, notamment quand c'est machin vote pour truc, machin. Et parfois, il y a des sondages qui posent des grandes questions, qui essaient de tâter l'opinion sur quel est son état d'esprit sur quand même quelques grandes questions. Et là, en l'occurrence, c'est sur la démocratie. Et on apprend l'attachement tout de même des Français à la démocratie, leur culture démocratique. On apprend aussi qu'il y en a beaucoup qui pensent que 74% des interrogés pensent qu'il y a eu urgence à sauver, à défendre la démocratie, une démocratie qui sera en danger pour 61% des interrogés. Bon, la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est aussi un type de mœurs, de vertus, de scrupules, le respect de l'adversaire, c'est un code moral. Ça, c'est une phrase de Pierre Mendès France qui est citée dans le dossier pour dire, mine de rien, une démocratie est censée produire un individu démocratique. On crée des gens pour... il crée son propre... Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'était mieux dit par Pierre Mendès France. Un grand homme. Apparemment, les Français sont toujours des êtres produits par la démocratie et qui aspirent à la démocratie. La question, c'est est-ce qu'elle est... Pour beaucoup de ces gens, la démocratie n'est pas effective, elle est encore très perfectible. Pour la majorité de ces gens, on vit dans une démocratie. Il n'y en a que 18% qui disent « Oh non, c'est une dictature ». Bon, ça, c'est des opinions assez minoritaires. Par contre, pour beaucoup de gens, on peut quand même avancer et perfectionner ce système démocratique. Et il y a des pistes aussi. Il y a Michel Vinocq, l'historien, qui est interviewé à la fin et qui nous dit que quand même, depuis Aristote, on sait aussi que les démocraties fonctionnent mieux quand on réduit autant que faire se peut les inégalités, par exemple. Voilà. Quand on utilise aussi l'école pour produire de l'égalité et pour produire cet individu démocratique sans lequel la démocratie peut aussi s'effondrer. Voilà. Bon, je trouvais cette enquête intéressante. Ça nous change de la course de petits chevaux. Ouais. C'est Jean Jaurès qui disait que sans justice sociale, la République n'est qu'un mot.
Bah oui, Tu sais, bah, c'est un peu comme les gens qui disent sans radicalité, l'écologie c'est du. Sans anticapitalisme, l'écologie c'est C'est du du jardinage. jardinage, Cette phrase elle est ouais. connue. Et je pense Ouais. que c'est un pastiche de cette phrase de Jaurès qu'il a prononcée en 1910, je crois, un truc comme ça. Mais donc, Mmh. ok, bah intéressant. Donc, dossier dans le challenge. Ah ouais. On Ok. vit vraiment dans une société, quoi. Ah ouais, non, c'est dingue. Et moi, du coup, cette semaine, je voulais vous recommander le documentaire avec lequel je me suis endormi hier soir. Il s'agit d'un documentaire publié sur la chaîne YouTube d'Arte il y a 2 semaines sur la grande famine en Irlande. Un documentaire qui retrace cette histoire absolument sordide de l'histoire contemporaine européenne. C'est dans les années 1840 que l'Irlande a connu un épisode de... En fait, toute l'Europe a connu un épisode assez difficile à cause d'un virus de la pomme de terre qui s'appelait le mildiou, qui venait d'Amérique latine. Et ça a été particulièrement violent en Irlande. L'Irlande a perdu 50% de sa population dans certains de ses comtés. Et c'est pas seulement un virus dans la pomme de terre qui a tué tous ces gens, c'est aussi un cynisme politique, c'est aussi un moment particulier de l'histoire des idées en Europe, c'est aussi un laisser-faire de la part du Royaume-Uni, parce que les Irlandais étaient catholiques, parce qu'ils parlaient pas la même langue, parce qu'il y avait un moment... Enfin voilà. Parce qu'ils étaient pas au travail, tu parles pas d'économie. Parce Mais qu'ils c'est le bossaient, moment ils où- bossaient pour eux, alors par ailleurs, Ouais. ils les ont mis au travail d'ailleurs dans des maisons de travail qui Ouais. ressemblent beaucoup à un système Mais c'est le très moment où très triomphent les idées concentrationnel. libérales et on va pas les aider trop parce que si on les aide trop, ça va devenir des assistés. En fait, il y a de l'idéologie derrière le Ouais, fait de ouais, les ouais. avoir laissés crever. Et c'est une histoire, donc voilà, donc trigger warning quand même, parce que c'est absolument dur. ignoble ce qui s'est passé en Irlande dans les années 1840. Et donc ce documentaire, il n'est pas plus émotif que ça, mais il vous montre quand même la réalité atroce que ça a été. Et à quel point en fait, cet événement tragique de l'histoire irlandaise a considérablement participé à fonder ce qu'est la nation irlandaise plus tard. Vous retrouvez des traces de ça dans le conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, entre les catholiques, etc. Il y a un peu de ça. Il y a aussi toute la diaspora irlandaise aux Bien sûr, aux États-Unis qui a États-Unis, construit l'Amérique Mm. de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Voilà, vachement intéressant. Moi, j'ai adoré regarder ce documentaire. Super J'ai docu. appris plein de trucs. Ouais, très très bon docu. Et du coup, La ça y est, Saint-Patrick, maintenant, je suis parti tout dans ça. un trip irlandais, donc je vais regarder des documentaires sur les accords. Sur Je vais écouter YouTube. Je vais écouter YouTube, Bloody Sunday, tout ça. Je vais boire de la voilà. Guinness tous les jours, au petit-déj. Bon. Merci pour vos cartes blanches, les amis.